dans le vif du sujet, j'ai plusieurs choses à vous dire. D'abord, nous avons eu un problème avec le serveur qui envoie nos mails, et il ne nous a pas répondu pendant je ne sais pas combien de temps, Jacques, 15 jours pratiquement. Donc Jacques a recopié 700 ou 800 mails, autant vous dire, bon, je crois que voilà. Bon, maintenant c'est réparé, mais il est possible que vous n'ayez pas eu nos courriers. Donc ça peut arriver, n'hésitez pas à revenir sur le site. Là, si jamais il y avait une modification quelle qu'elle soit, vous seriez informés. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on devait vous envoyer un courrier, mais je crois qu'on va vous l'envoyer quand même, pour vous rappeler à quel point vos cotisations sont indispensables à la vie de notre association. Nous sommes en train de préparer le programme de l'année prochaine, qui est encore une fois ambitieux, mais bon voilà, nous mangeons très peu de pain, mais nous en avons besoin d'un tout petit peu. Voilà, il faut dire que nos conférenciers viennent généreusement, mais que bon, nous avons des frais avec lesquels nous sommes obligés de composer. Ensuite, je vous ai mis un petit papier sur le Théâtre Liberté. Il m'a demandé de vous rappeler qu'au départ, bon, ils ont un spectacle le samedi 2 mars qui s'appelle Mélancolie, qui est une pièce de Tchekhov. Et vous rappelez simplement qu'au départ de la Seine, si vous habitez la Seine, il y a un service de bus gratuit. Voilà. Ça, c'est le deuxième point. Dernier point, je rappelle, on vous a mis une petite modification de programme, que Joseph Baou, grand spécialiste du Moyen-Orient, fera une conférence le lundi 25 mars. Alors, on l'a rajouté à l'intérieur des programmes. Vous le trouverez sur le site. Si jamais vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à nous en parler. Et puis, nous avons un de nos fidèles adhérents, Jean-Marie Astier, qui nous a apporté pour faire écho à la conférence, notre première conférence de Ronnie Broman, une bande dessinée qui s'appelle Sarkozy, des billets et pas des hommes, et des billets et des bombes. Voilà. Il paraît que j'ai regardé, c'est un ouvrage assez jubilatoire. Voilà, on va dire une chose comme ça. Bien. Voilà, merci pour votre présence. Une fois encore, vous êtes nombreux et nous sommes toujours heureux de vous retrouver. Surtout, merci Gilles Clément. Je dois vous dire qu'il y a longtemps que nous rêvions de vous entendre. Et nous ne pouvions rêver mieux que de vous avoir dans le cadre de notre thème annuel qui travaille à la fois ce à quoi nous tenons vraiment et la question de la fragilité. Alors dans nos programmes de conférence en conférence, nous cherchons les échos, nous dévidons le fil d'une pensée qui se charge et s'enrichit de toutes les paroles entendues. Votre conférence, j'en suis sûre, entrera en résonance avec l'éthique de la considération de Corinne Pelluchon, qui nous propose le sens de la mesure, de la tempérance, de l'humilité, et qui nous rappelle ce que nous avions peut-être oublié, à savoir que l'homme n'est pas un empire dans un empire, et que dans notre rapport au monde, la tête et la conscience sont là, mais aussi le corps. Son éthique a tout à voir avec une éthique du jardinier. Ainsi, je pense à Thierry Pacaud, que vous connaissez, je crois, qui nous rappelle que nous sommes des êtres relationnels, situationnels et sensoriels. Nous pouvons penser à juste titre que le jardin nous permet d'être tout cela à la fois, c'est-à-dire pleinement humain. Il a donné d'une certaine façon la parole au jardin quand il nous a dit qu'il était la politesse de la maison. Et le jardin a donc des choses à nous dire qui sont de l'ordre de la culture, de l'accueil, qu'il réserve à celui qui le regarde, qui le traverse et qui le travaille. Voilà. Merci pour votre présence et je vais passer la parole à
Nicole Charlier du Chili, qui va se faire un plaisir de vous présenter. Merci. Bonsoir à tout le monde. Gilles Clément, bonjour. Le CNML est heureux de vous accueillir, comme vous l'a dit Marie-Paul, et de vous entendre. Et moi qui suis une jardinière, je suis aux anges. Vous êtes jardinier, paysagiste, botaniste, entomologiste. Vous avez découvert un papillon qui porte votre nom, Buneopsis clementi. Vous êtes biologiste et écrivain français. Vous avez une formation d'ingénieur horticole et de paysagiste. Vous avez enseigné dès 1979 à l'École nationale supérieure de paysage de Versailles. Vous êtes intervenu dans la création de très nombreux parcs et jardins. Je n'en citerai que 4, j'en ai visité 2, 3 même, et je rêve d'en visiter encore d'autres. Alors je citerai donc le parc André Citroën à Paris, sur lequel vous avez travaillé en 1992, le parc Matisse à Lille, que j'ai vu en courant, mais c'est une merveille, les jardins de Valoir, que je rêve de voir, et le domaine du Rayol Canadel dans le Var, que vous avez travaillé en 1991, lorsque, je crois que c'est le département, a acheté la concession. Enfin, et vous y avez travaillé beaucoup, et c'est vraiment un trésor pour les gens du Var. En 2011-2012, vous êtes titulaire de la chaire annuelle de création artistique au Collège de France, auteur de nombreux concepts qui ont marqué les secteurs du paysage de la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle, dont le jardin en mouvement, le jardin planétaire, le tiers paysage. Vous avez exprimé ceci dans de nombreux ouvrages. Quelques-uns sont proposés à l'entrée de l'amphi et sont très intéressants. Moi, j'en ai lu plusieurs. En 2017, d'ailleurs, même, vous êtes lauréat du prix Books and Seeds pour l'ouvrage Un grand jardin à la Foire internationale du livre de la jeunesse à Bologne. Voilà, je vous laisse la parole et merci encore pour être venu nous voir. Bien, bonsoir. Merci de m'avoir invité. Alors, juste, je dirais le prix que j'avais oublié, d'ailleurs, était plutôt le prix de 2017 pour celui qui est le dessinateur. Je crois que vous avez, c'est Vincent Gravé, vous avez un petit livre ici. Alors, c'est celui d'avant. Il y a un qui s'appelle Le Grand Jardin. Lui, il a fait le dessin et ensuite, il m'a demandé de faire des textes. C'est complètement à l'envers de ce qu'on fait d'habitude. Et c'était très intéressant comme démarche. Voilà. Donc c'était juste pour que son nom apparaisse, parce qu'il est quand même, quand on a un ouvrage comme ça, c'est plus lui qui a le prix que moi, vous voyez. Alors le thème que j'ai proposé, que vous aviez accepté, donc c'est l'économie de la non-dépense. Et je parle de ça parce qu'on est constamment aux prises avec quelque chose qui nous semble nous manipuler, qui est un certain modèle économique, et qui nous amène à être des consommateurs, même si nous ne le voulons pas, des acteurs excessifs ou dépensant justement ce que moi j'appelle une énergie contraire, qui n'est pas obligatoirement utile, surtout quand on est jardinier, et qu'on a avec soi, par les représentants présents de la diversité, une force énergétique qu'on connaît mal, dont on ne sait pas très bien servir, mais qui existe. Alors, si nous sommes si convaincus de l'importance d'avoir un accès à un artifice, c'est parce qu'il est tout à fait certain, c'est l'histoire qui nous montre bien, que les grands outils et les techniques
de la physique et de la chimie avec les produits qui sont issus ont donné des résultats extrêmement spectaculaires. Très rapidement, dans le début du XXe siècle surtout, moi j'ai commencé à voir, j'habite la Creuse, donc un département un peu perdu, ça existe, hein, dans le centre de la France, voilà. Et à cet endroit-là, j'ai assisté au remembrement un peu tardif, parce qu'on a toujours du retard dans ce pays, dans la Creuse, mais l'ouverture d'un espace de commodité pour faire passer ces machines qui commençaient à être de plus en plus grosses, et au début de l'abandon des sols, des terrains en pente, parce que les machines n'y allaient plus, alors qu'on allait partout. On allait faire pâturer les animaux dans tous les endroits en pente. C'était évidemment l'époque de l'agriculture héroïque et de l'élevage héroïque. Je disais ça comme ça parce que ça demandait une certaine ténacité, mais aussi beaucoup de connaissances. Et puis on est passé à une espèce de mission qu'on a donnée aux machines en oubliant de prendre parfois les décisions. Aujourd'hui, un exploitant agricole, il n'a pratiquement plus de pouvoir. Hein. Il est celui à qui on dit vous faites ça, la machine va exécuter ça, tout est télécommandé, vous aurez les primes si vous faites ce qu'on vous dit de faire. Enfin, vous connaissez, c'est un emprisonnement très 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 particulier et très dur. Mais quand c'est arrivé, ces machines, justement, elles ont quand même étonné. Le résultat était étonnant. Donc je montre quelques images que j'ai trouvées dans le musée, d'un musée qui est dédié à l'agriculture, qui est dans un ancien bâtiment de la SNCF à Chartres. J'ai oublié le nom du musée. Mais on y voit des affiches de ce genre. C'est-à-dire que vous voyez là, alors là, bon, on a encore quelque chose d'assez archaïque et manuel pour nous, en tout cas. Mais le chien est content. Hein. Et là, vous avez le petit poussé qui est content. Parce que là, on est sur une machine. Et ce sont des machines, vous le savez sans doute, qui sont héritières de la guerre. Hein. Ce sont des tanks transformés. On en fait quelque chose d'extrêmement puissant. Donc lui, il se moque du loup, petit poussé. Petit chaperon rouge, excusez-moi. J'ai mélangé les genres. Le petit chaperon rouge se moque du loup. Bon, le loup qui est revenu, comme vous savez. Voilà. Puis après, ça s'en va à la car on est plus sérieux, là. C'est la Renault, tout le monde peut avoir droit à ça, paraît-il. Bon. Et même les Gentleman Farmer avec la McCormick. Enfin, tout ça fait beaucoup de succès. Je suis très intéressé par la façon dont on représentait les choses à l'époque. Et grâce aux engrais chimiques, on vous explique que vous ne travaillez plus, vous n'avez plus besoin. Et vous pouvez dormir tranquillement, etc. Bon, on connaît les contre-coups de tout ça, mais ils n'ont été découverts que tardivement. Le fait que ça rend extrêmement dangereux, que ça détruit la diversité dont nous dépendons, donc on est dans un système très, très embêtant. Mais à ce moment-là, ce n'était pas évident du tout. Et on comprend pourquoi. Le nitrate de chaux, le gaulois, enfin, bon, voilà, tout va bien. Hein. Même la potasse, hein, ça marche. Hein. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est des betteraves, c'est des gros trucs. On est donc dans le rendement, dans la recherche de la production, et on fait confiance forcément à ça. Ça aboutit à ce que moi j'appelle l'illusion de la maîtrise. On a ce genre de discussion qui peut mener des confrontations entre celui qui n'exécute pas les ordres et qui n'a de la modernité, puis l'autre, qui a peut-être les moyens de le faire aussi. Hein. Et c'est enseigné. Et c'est toujours enseigné aujourd'hui. C'est-à-dire que même dans les lycées agricoles, moi j'y vais souvent, puisque je suis invité à parler avec les enseignants et les étudiants, on a encore assez majoritairement une confiance qui est donnée à la totalité de cette technique qui a parfois, dans certains côtés, des bons côtés, mais qui en a majoritairement des beaucoup moins bons quand on étudie la question. Alors, ça donne donc ces grands paysages ouverts et qui chez nous ont des conséquences assez particulières sur ça je ne l'ai pas inventé, hein, c'est dans ma région, sur la façon d'exploiter le territoire en utilisant des monocultures, aussi bien de plantes que d'arbres. On est dans une forêt, là c'est évidemment des Douglas, et une exploitation qui est assez violente, que moi j'avais vue au début plutôt dans des pays comme la Nouvelle-Zélande, où avec des Pinus radiata qui venaient de Californie, on faisait ça. Maintenant c'est très généralisé, l'exploitation des forêts, sauf par certains
secteur de l'ONF où ils sont en train, depuis 2000, il y a eu la tempête 2019, celle qui a créé des troubles importants, de revoir le mode d'exploitation avec quelque chose qui n'est plus le système que vous voyez là, mais on va, surtout même s'il y a des clairières, des chablis qui se font, on va replanter, et on va peut-être même dans cet endroit ne pas replanter du tout, laisser faire, complètement laisser faire. Et le coût, qui n'est plus celui de la plantation, de la replantation après l'exploitation, il est celui d'aller trouver la bonne plante au bon endroit pour l'exploiter. C'est tout à fait un autre mode de gestion. Voilà. Donc j'ai cette image-là parce qu'elle est représentative de quelque chose qui est mécaniquement, hélas, ce qui se passe un petit peu, c'est-à-dire qu'on cherche le rendement à toute force, mais on détruit en même temps. Bon, là, ça marche ensemble. Sauf que les billets blancs, on ne les mangera pas. C'est pas très comestible. Voilà. Et nous, de jardiniers, on peut devenir bizarrement déguisés. Vous voyez, en militaire, plus ou moins fluo, là c'est des gilets jaunes aussi, avec des casques, avec tout ça. On est repéré, on est dangereux, on a des machines dangereuses, il faut bien dire. Comme ça, vous voyez, pour chasser une feuille, il faut une arme, puisqu'il faut faire propre. Et l'idée de la propreté est quelque chose qui est rentré dans les têtes. Et c'est très difficile de faire accepter qu'une herbe n'a pas lieu d'être qualifiée comme mauvaise, elle existe, c'est une herbe, c'est tout. Et qu'après tout, elle n'est peut-être pas au bon endroit, ça c'est possible. Mais les mauvaises herbes n'existent pas, il y a des bonnes herbes au mauvais endroit. Donc ça c'était d'entrer en matière pour dire simplement que les nuages c'est des virgules, c'est des... Bon, on change de chapitre si vous voulez. C'était pour expliquer que nous avons été très conditionnés par une technologie extrêmement puissante, effectivement entre les mains des lobbies qui eux n'ont qu'une idée, c'est que ça continue comme ça, on sait bien. Mais il y a d'autres manières de faire, et c'est cette autre manière de faire que j'appelle l'économie de la non-dépense, dont je voudrais vous parler, qui est basée sur le génie naturel, sur des dynamiques naturelles que cet arbre exprime avec le principe du recyclage, par exemple, où on sait qu'une partie du feuillage qui va disparaître en fin de croissance, de saison, va être réutilisée par les insectes, les micro-organismes, mais aussi par les plantes, même la plante qui a produit ça. C'est la dégradation des matières organiques en matière minérale qui, une fois solubles, sont absorbées. C'est ce qu'utilise, et ce que vraiment avec beaucoup d'intelligence au sens du génie physique et chimique, la permaculture, puisque quand vous enfouissez une matière organique qui se décompose extrêmement lentement et qui devient soluble, qui devient en matière minérale soluble, utilisable par les plantes quand il pleut, on a un prélèvement de la nourriture par les plantes qui se fait aussi dans la lenteur, mais qui se fait en fonction de la demande. Alors qu'un engrais soluble, quand il est apporté, il ne peut pas être pris dans sa totalité. Il est pris pour le besoin et tout le reste est perdu. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et un engrais soluble, il part dans le ruisseau, il va à la mer. Hein. On eutrophise les cours d'eau de cette façon-là. Donc il y a quelque chose de très intéressant à connaître, d'abord, à savoir que ça fonctionne comme ça, et à l'utiliser. Alors ça, c'est un petit allusion à la permaculture qui est très intéressant. Mais pour arriver à jardiner avec un ensemble vivant qui fait partie de nos assistants, on les appelle les auxiliaires du jardinier, il faut mieux connaître les plantes et les animaux, c'est-à-dire rentrer dans une pédagogie de cette diversité, et ça c'est malheureusement pas du tout fait. C'est un vrai grave problème, même dans les écoles qui forment des gens destinés à pouvoir faire quelque chose avec ça, ça n'est pas enseigné, ça n'y est plus parce que ça l'a été un petit peu. Moi j'ai connu le début de ça, puis ça a disparu. Et bon, alors là vous avez Cuculia verbacea qui s'intéresse au verbascum, c'est normal. Mais aujourd'hui, animal sensible, on la voit presque plus. Elle régule la population de cette plante quand elle est trop importante. C'est pas une plante dangereuse. Hein. On m'intéresse à tout, bien entendu. Et quand, pour la première fois, j'ai vu, c'est les arvères, la Sata viridis, c'est son nom, qui mange un insecte sur une plante qui est
qui va sur les cléomes parce que c'est extrêmement attractif pour les insectes. Donc c'est là qu'il va, du plantes exotiques. On rentre dans une mécanique qui est celle de l'acceptation du brassage planétaire. Je vais y revenir. Eduarda, ça je l'appelle Eduarda. Ça ne s'appelle pas comme ça. Hein. Scientifiquement, c'est la couleuvre Zamenis, vous savez, c'est des grandes couleuvres. Elle rentre dans la régulation d'une population de rongeurs en particulier, mais elle se bat avec décibels, hein, avec la fouine. La fouine s'appelle décibel parce qu'elle fait le bazar, fait beaucoup de bruit, et dans le toit, etc. Donc il y a forcément un rôle qui est tenu par tous ces animaux et tous les insectes, et je tiens à les garder, ça c'est chez moi. Hein. Et pareil, évidemment, pour le milieu aquatique, mais l'eau en soi, je n'arrose qu'avec ça. Hein. J'ai la chance ah, ça marche, là d'avoir un peu de pluie qui tombe de temps en temps. Mais ça, je récolte, j'ai une terre extrêmement filtrante, et il est exclu que je puisse faire un vrai bassin, donc il y a une bâche, et je récolte l'eau des toits des bâtiments, c'est tout. Ça fonctionne de cette façon-là. Donc dans l'histoire de l'économie de la non-dépense, là, il n'est pas question d'arroser avec l'eau du robinet. Et c'est une chose qui est assez difficile à réaliser quand on est dans un pays où il y a besoin de beaucoup d'eau, et où on plante des plantes qui, elles, ont besoin de beaucoup d'eau, alors qu'on pourrait choisir une série floristique qui s'adapte au sol et au climat. Je vais en parler aussi. Le domaine du rayol, on a vraiment essayé de trouver la série mais bon, attendez. Vous prenez l'autre, oui. Il est branché, l'autre? Oui. Voilà, c'est une histoire de pile, je pense. Et elle existe effectivement parce que ce sont des plantes qui sont adaptées au climat en question. Et au sol, il y a quand même des moments où il faut assister, aider un peu. Et cela dit, je crois qu'étant donné la surface, mais je vous montrerai les images tout à l'heure, on a quand même une dépense d'eau qui est faible. On essaye au maximum. Bon, et ce tour d'évocation de la question de l'eau est extrêmement important parce que c'est là-dedans qu'on trouve une diversité qu'on a nulle part ailleurs. Vous savez, les libellules, ce qu'on a avec les larves carnivores qui mangent les larves de moustiques, c'est intéressant pour nous quand même ça. Moi, j'ai pas de moustiques, hein. Je les entends, puis j'en entends un, puis je les vois plus. Ils sont mangés par tout le monde, là. Il y a ce qu'il faut. Donc l'écosystème en soi, il a... Le potager fait partie des choses importantes qui nous sont demandées de plus en plus dans les projets de jardin aujourd'hui. Moi, j'en ai toujours eu un, parce que j'ai commencé en fait par ça. Mais cette image, elle montre surtout que le sol, il est couvert, il est paillé, que même si on arrose, il faut essayer d'éviter d'évaporer, et que ce sont des techniques complètement banales, tout à fait ordinaires, mais qu'on a tendance à multiplier maintenant, et tant mieux, mais autrefois, on avait oublié hein, ça. Donc c'est une question d'économie de la dépense. Maintenant, de l'eau. Maintenant, si on va avec, dans la connaissance du génie naturel, avec les dynamiques propres à chaque type biologique, on peut arriver à faire une gestion qui est plus entendue. C'est ça qui donne pour moi le jardin en mouvement. Toutes ces plantes ont des types biologiques qui sont différents. Il y a des annuels, il y a des bisannuels, il y a des vivaces, il y a des arbustes, il y a des arbres, il y a des plantes bulbeuses. Il y a à peu près 5 types biologiques, je vais les évoquer. Et dans ce jardin-là, j'essaie de... Il n'y a pas d'assistance, quelquefois il y a de la taille pour garder le rapport entre l'ombre et la lumière, mais c'est tout. Les 5 types sont les suivants. Les 2 premiers, à gauche, sont ceux qui ont une capacité à structurer l'espace parce qu'ils sont ligneux. Le tronc, l'arbre, c'est une présence, même s'il n'y a plus de feuilles l'hiver, il est là. Le buisson aussi. Rankier, qui a établi ces types biologiques, appelle ça les phanérophytes, c'est les plantes qui sont très visibles. Les lianes en font partie, elles montent très haut. Elles exposent leurs bourgeons l'hiver à des températures très froides. Les buissons, qui sont beaucoup plus petits, peuvent être protégés, notamment par la neige. Et les bourgeons, l'hiver, sont protégés. Si la neige n'est pas là, ça concerne plutôt les zones montagneuses, peut-être que la plante souffrira. Et vous le savez peut-être, certaines plantes que l'on ramasse en montagne vont geler en plaine, parce qu'elles n'ont pas la couverture de neige qui les protège. Et moi j'ai fait ça, j'ai fait l'expérience.
Ça, c'est toutes les plantes. Alors celles-ci, elles vont constituer l'architecture du jardin dans un temps maximum, été comme hiver, et celles-ci plutôt les animations, c'est-à-dire les événements, les fleurissements, etc., avec les plantes vivaces, qui ont un temps de floraison pas forcément très long, mais qui sont présentes et qui reviennent tous les ans. Les bulbeuses, qui elles sont très régulières dans leur floraison, même si elle est courte. Les bourgeons de la plante vivace sont protégés de l'hiver systématiquement par les feuilles et la neige et le froid, les feuilles surtout. Là, c'est encore plus fort. Le bourgeon, il est dans le bulbe pratiquement sous la terre. Vous imaginez, le système de protection, il est parfait. Ça peut supporter des sécheresses longues, des hivers froids très longs, etc. Et là, c'est le plus génial. C'est le plus génial. C'est la graine. Il n'y a pas d'autre solution. Ces plantes, elles meurent après avoir fait la graine. Elles ne vont survivre que par la semence. Elles sont obligées de passer par ce mécanisme de la reproduction qui participe de celui de l'évolution, puisque quand il y a deux êtres qui se croisent pour faire des petits, ça fait quelque chose de nouveau toujours à chaque fois. Mais la graine, elle est un kyste qui résiste, qui dort. C'est sa vie, mais ça dort. C'est-à-dire que si les conditions de germination ne sont pas là, ben, elle attend quoi. Elle est beaucoup plus performante que tous les autres. C'est incroyable une plante annuelle. Et on ne sait pas les utiliser, on les utilise pratiquement pas du tout, quoi. On les oublie. Il y a des pépiniéristes qui savent s'en sortir avec ça, ils cultivent, bon. Mais nous n'utilisons pas beaucoup parce qu'il est vrai, je l'ai fait comme expérience, quand vous semez des plantes, dont beaucoup sont des cycles courts comme les annuelles et bisannuelles, elles vont germer si elles veulent. Si les conditions de germination, enfin de levée de dormance, puis de germination, sont bonnes, on va les voir tout de suite. Sinon, vous ne les voyez pas. Vous attendrez 1 an, 2 ans, puis subitement, à la 5e année, arrivent les plantes. Il faut avoir un peu de patience. Mais elles sont là. Et elles ont surtout une manière de résister au temps, aux événements, au choc, qui est très grande. Donc, connaissant ça, je me dis, ben voilà, tiens, elle est annuelle, celle-là, c'est la berce du Caucase, plante très mal aimée parce qu'elle vient d'ailleurs, bon, mais moi je l'aime beaucoup. Et je me dis, mais elle arrive dans un passage étroit, bon, c'est pas grave, elle va de toute façon mourir après avoir fait les fleurs, les graines, elle ira ailleurs, hein. C'est une vagabonde. Mais je change mon chemin de place, je décide qu'elle n'est pas une mauvaise herbe parce qu'elle est là où il ne faudrait pas qu'elle soit, c'est pas un problème, et c'est moi qui change mon cheminement. C'est cette plante-là qui m'a fait, en somme, accepter l'idée de travailler avec la dynamique, y compris des végétaux, y compris celle du déplacement physique dans l'espace. Ça s'appelle donc le jardin en mouvement. Cette méthode, mais c'est une philosophie générale, ça veut dire qu'on accepte de faire avec et pas contre. Alors la plante en question devient géante, hein. Vous l'avez peut-être vu, il n'y en a pas ici. Hein. On n'est pas dans un climat qui monte presque à 3 mètres de haut. Vous avez l'échelle avec le chien, ça vous donne une idée. Et moi, j'ai mis du temps à comprendre, hein, parce que tout ça, je peux vous dire que j'ai dû, pour commencer à jardiner, et finalement, dans mon terrain, essayer de garder la diversité, notamment entomologique, puisque c'est celle qui me fait rentrer au jardin, j'ai dû abandonner tout ce que j'avais appris, qu'on voyait un petit peu caricaturalement dans les images du début. On m'avait appris à supprimer quand même, hein, à tuer. Bon. Moi, je disais non, je vais essayer de ne pas tuer, bon, voilà. Mais là, à jardiner comme ça, si personne, aucun bouquin, rien. Alors, j'ai observé que si je coupe ce que j'ai fait, la tige, quand les graines il n'y a plus les fleurs, c'est beaucoup moins joli, les graines sont presque mûres, mais pas tout à fait. Alors, elle ne se reproduit pas par la graine, elle ne se dissémine pas, elle ne devient plus envahissante du tout. Mais elle dit qu'elle n'a pas fait son boulot, puisqu'elle n'a aucun mode de reproduction végétative par les racines ou ailleurs. C'est que par la graine. Donc il faut qu'elle refasse des graines. Donc elle repart. Autrement dit, elle change de type biologique, et de thérophytes qui sont les annuelles, elle devient hémicryptophyte, ce sont les plantes vivaces. Pas longtemps. Au bout de 10 ans, elle se fatigue, parce qu'elle n'est pas faite pour ça. Et là, je vois que je diminue, une diminution très importante de la masse de grandes berces. C'est embêtant, je vais les perdre. Donc depuis 3 ans, je les laisse regrainer.
Elle va se redisséminer, je ne sais pas où, se répartir, puis on verra quoi. Donc vous voyez où on en est, hein, c'est complètement empirique. Hein. Ça, c'est le mode de jardinage. Moi, j'aime beaucoup cette plante parce qu'en plus, elle accueille beaucoup d'insectes, il y a des cétoines, des cérambiques. Bon. Autre aventure, photo prise depuis un arbre qui est tombé, que vous voyez ici à gauche, qui va soulever le sol et faire un grand mouvement exactement comme une taupinière géante. Et là-dessus, je pensais faire un aménagement en escalier, je n'ai pas fait du tout parce que ça s'est passé, vous savez, la tempête 99-2000, plein hiver. Et au printemps suivant, je vois plein de jeunes pousses de plantes que je n'imaginais pas qu'elles étaient là, du tout, qui se sont réveillées justement. Parce qu'elles ont eu les conditions par la lumière et l'eau qu'elles n'avaient pas. Mais les graines étaient là. Et donc j'étais bien embêté, j'ai dit non, je ne peux pas enlever ça. J'ai juste enlevé ce qui pouvait gêner les plantes que je voulais garder. Ça s'appelle du jardinage par soustraction. Ce n'est pas le désherbage. Le désherbage, c'est qu'on enlève tout ce qu'on n'a pas mis. Mais c'est pas du tout ça. Là, j'ai rien mis. Du tout. J'ai juste enlevé ce qui pouvait gêner les escolias. Je me demande bien d'où ils venaient. Enfin, j'en avais, mais pas là. C'est les fourmis qui transportent tout, elles n'arrêtent pas. Et puis les euphorbes coralloides, pareil. Je ne sais pas comment elles sont arrivées non plus. Donc, vous voyez, c'est compliqué, ce jardinage-là, mais c'est aussi très simple, et c'est complètement gratuit, par ailleurs. Il suffit juste de repérer, quand les plantes sont petites, ce qu'on va garder ou pas. Il faut les connaître, c'est ça. C'est ça, non, mais c'est ça. Mais c'est pourtant pas compliqué, mais c'est une question très importante. Comment peut-on apprendre ça? Je suis sûr qu'on peut y arriver, puisque j'y suis arrivé. Il y en a d'autres. Bon, après, elles sont toutes vagabondes. Alors, ce sont les juliennes qui sont arrivées, les juliennes des dames, les hespéris. Après, ça a changé, etc. Donc, je ne vous fais pas toutes les images. Sur un autre mouvement, un accident, qui est l'arbre qui tombe, qu'est-ce que je fais? C'est un pommier, en plus j'y tenais beaucoup. Est-ce que je l'enlève parce qu'il est tombé ou pas? Et je l'ai gardé en soulageant parce qu'il s'est épuisé avec son pied ici. Il a levé la dormance de plusieurs bourgeons axillaires et j'en ai sélectionné un, ce qu'on appelle une réitération. Il redonne des pommes, etc. Donc c'est donc faire avec. Et par contre, ça veut dire là aussi, c'est pas si compliqué d'enlever un arbre qui est tombé, on le coupe en morceaux et tout. Mais s'il a encore toutes ses racines, ou presque, peut-être qu'il peut vivre. S'il n'est pas du tout dangereux ni gênant, c'est peut-être intéressant. Et donc j'ai fait comme ça, j'ai plein d'arbres couchés chez moi. Voilà. Peut-on faire, alors, donc vous avez compris, hein, on s'interroge avant d'intervenir. Peut-on faire un jardin sans sol au sens pédologique du terme? C'est-à-dire agronomique, un sol classique, profond, etc. Là, vous n'avez rien. Hein. L'ombilic et l'autre, là, ils sont sur rien du tout. Une petite fissure entre des briques de béton, d'ailleurs. On est sur la base sous-marine de Saint-Nazaire. Et quand on m'a demandé un site pour faire une intervention, j'ai choisi cette base, qui est quand même, ça s'appelle le jardin du tiers-paysage. Le tiers-paysage, c'est l'espace d'accueil à la diversité qu'on ne trouve pas ailleurs, et quelquefois même dans des lieux comme ça, justement, qui est apparemment stérile. Là, il n'y a pas de terre, hein. Mais il y a des plantes quand même. Enfin, il y en avait beaucoup plus qu'avant cette photo, parce que le maire, à l'époque, et les services des espaces verts avaient décidé de nettoyer. Nettoyer, ça veut dire enlever les plantes qui poussent toutes seules. Bon, moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça, parce que c'est dommage. Hein. J'aurais bien voulu, il y avait un pommier, il paraît. Hein. Il y avait un pommier, je crois, qui poussait par là. Et je ne l'ai pas vu, je suis arrivé trop tard. Ils en ont fait un espace public dans le sens où ils ont créé une rampe, dont on voit ici l'accès, et moi, le projet de faire un jardin. Alors, trois parties. C'est base sous-marine pour protéger les sous-marins, au temps des Allemands. Pas fini parce que la guerre était finie, tout s'est arrêté. Partie terminée, ce sont les chambres d'éclatement avec les murs et les poutres en béton. Ici, pas tout à fait terminé, avec seulement les murs, pas de poutres.
Et là, rien. Donc ces 3 parties, j'ai fait 3 sortes de jardins sur ce qui est considéré comme n'étant pas un sol. Est-ce qu'on peut faire avec ça? Moi, je dis oui toujours. Bon, là, il y a la première partie, dans les chambres d'éclatement, on a mis des arbres qui sont des temples. J'ai proposé ça parce qu'on trouve dans le paysage naturel de l'estuaire, entre Nantes et Saint-Nazaire, des trempes, plantes complètement classiques. Là, j'ai dû mettre de la terre, un artifice pour ça. Donc il y a des bacs. Ça, c'est la partie artificielle du projet, avec du goutte à goutte. Ensuite, on est sur le jardin des orpins, avec une trentaine d'espèces différentes, de graminées, de forbes et de sédum. Là, par contre, on est sur pratiquement 10 cm de terre sur le béton. Et là, il y a plein de plantes qui peuvent pousser, vous connaissez sans doute, parce qu'il y a des toitures que l'on fait comme ça. Alors, je ne vais pas vous énoncer toutes les plantes, mais enfin, il y a une certaine diversité qui donne parfois l'impression d'un vrai jardin. Autour d'un petit canal que j'ai profité d'une perspective dans les murs comme ça qui existait pour faire cette installation. Et puis une partie, alors là, il faudrait que j'ai les photos récentes, c'est devenu un petit buissonnement étonnant. Une partie où on ne fait rien et où on attend que c'est la nature qui fabrique. Et là, relevé systématique qui est pédagogique avec Philippe Ferrard, qui est un professeur de botanique ici, et les étudiants du lycée Jules Rieffel près de Nantes. Et ils ont le relevé systématiquement tous les ans. Je ne l'ai pas là, où est-ce que je l'ai là? Alors ça donne, oui. Excusez-moi, j'ai trop chaud. Ça a donné, parce que là on est en train de changer de technique, mais ça a donné ce qu'on a appelé le jardin des étiquettes, parce que vous les voyez là. Et c'est des étudiants qui étiquettent ça à chaque fois. Aujourd'hui, ça a pris beaucoup trop d'importance, et surtout les plantes, j'en ai parlé avec les biologistes vagabondes, elles ne sont plus à l'endroit où il y a les étiquettes. Alors là, ça complique. Si on les laisse pour que pédagogiquement, justement, on dise non, elle était là avant, celle que tu vois là, elle était là avant. Oui, mais on va finir par avoir des étiquettes partout. Et ça va faire plus que ça. Donc on a abandonné le principe des étiquettes et on est en train de mettre au point quelque chose qui est plutôt sur un des murs, un écran explicatif avec la diversité et les progressions d'une année sur l'autre. Vous voyez, ça c'est les listes qu'ils font, avec justement, et c'est très rare de le faire, les types biologiques, que je vous disais, thérophytes, héméclétophytes, etc. Il y a très peu d'enseignants qui font ça. Est-ce que, alors, chaque fois c'est des questions, est-ce que, là est-ce qu'on peut faire sans sol? Oui, il y a des séries floristiques pour tout. Est-ce qu'on peut faire avec le vagabondage, le voyage, donc le brassage planétaire? Oui. Les réponses, c'est presque toujours oui. Parce que on est soumis à ça depuis toujours, mais nous, humains, nous avons accéléré le processus. Enfin, vous voyez, quand vous avez un pissenlit comme ça, vous comprenez bien qu'il est fait pour voler. C'est sûr. Là, j'avais un ancien étudiant qui avait fait son diplôme sur le voyage des Samars. C'était absolument fantastique. Il est monté en haut de la tour, presque en haut de la tour Eiffel, avec des Samars qu'il avait peints en rouge. C'est la graine avec son aile des érables. Alors il lance, puis ça vole, ça tourne, ça s'envole, ça remonte, c'est que des trucs d'hélicoptère. Après, il est allé essayer de les ramasser. Là, il a eu du mal à les retrouver, tout évidemment, parce que ça voyage pas mal. Mais c'était un clin d'œil à cette question-là, qui est celle du déplacement de la plante par toutes sortes de moyens. Et les animaux jouent un rôle énorme là-dedans. Non seulement parce qu'ils ont comme par velcro des choses qui s'attachent. Vous voyez, vous tondez un mouton, vous mettez ça par terre, ça fait un jardin, c'est plein de graines. C'est plein de trucs, quoi, qui vont plus loin. Mais il y en a qui se transportent. Notre chênaie est arrivé par les jets du sud de la péninsule ibérique, du sud de la péninsule aussi d'Italie. Ça a pris du temps, mais il n'y avait pas de chêne il y a 10 000 ans. Il n'y avait pas. En Bretagne. Ils sont arrivés jusque-là, quand même, parce qu'ils les perdent, leurs graines et leur... Puis il n'y a pas que le jet, il y a plein d'autres animaux, mais les oiseaux jouent un rôle très important. Donc on est dans cette mécanique
du déplacement qui n'est pas seulement sous la pression des changements climatiques, qui est juste parce qu'il y a des animaux qui bougent. Et puis nous aussi. Donc on transporte énormément. Dans l'exposition Jardin planétaire, ah bah tiens, j'ai pas mis la bonne image. Bref, je vous le dis, j'avais mis un dindon et un dodo. Alors, le dindon était vivant, mais le dodo, il était mort. En sculpté, un dodo en sculpture. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que c'était sur à la fois le brassage planétaire et le voyage par les oiseaux. Le tambalacoque, qui est une plante qui a une graine un peu comme une noix, vous voyez, mais grosse, hein, ne se reproduisait plus du tout. C'était il y a de ça une vingtaine d'années que je l'ai appris, un peu plus peut-être, trentaine d'années. Et il y a eu un biologiste qui s'est dit, si le tambalacoque fait plein de graines partout, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de germination, on n'arrive pas à Et c'est peut-être parce que le dodo a disparu. Qu'il fallait que ça passe dans le tube digestif du dodo pour qu'il y ait l'attaque du sucre gastrique qui lève la dormance. Il n'y a pas de dodo, comment on fait? Il faut trouver un oiseau qui a un gros œsophage, pareil, hein, parce que la graine elle est grosse. Il a cherché, il a dit le dindon c'est un oiseau américain, il est arrivé, enfin pas tout seul, on l'a amené, on lui a donné à manger, 90% de réussite. Donc c'était bien ça la question. Donc, une plante telle que le tambak, qui est un très bel arbre, hein, était en train de disparaître parce qu'un oiseau avait disparu. Ces questions-là, à la fois de la liaison dans un écosystème et du déplacement physique, géographique sur le territoire, sont deux choses très intéressantes et très importantes. Un oiseau américain est venu sauver un arbre mauricien. Ça, c'est une plante où j'ai lu des textes fous disant la patrie est en danger, parce que le phytolacca remonte, envahit, est arrivé à Fontainebleau, enfin des trucs de ce genre. Ça m'avait paru un peu inquiétant. Non, il est là, il est juste là, et c'est tout. C'est ce qu'on appelle le raisin d'Amérique. Il n'y en a pas ici. Hein. Mais dans le sud-ouest, et remontant dans des endroits un peu plus humides et sablonneux, on trouve cette plante. Nous sommes de toute façon, aujourd'hui, dans une situation de ce que moi j'appelle des écosystèmes émergents. Enfin, c'est pas moi qui appelle ça comme ça, c'est les scientifiques. Avec des mélanges très anciens. On n'a pas connu l'arrivée de certains arbres, hein, je vous parlais des chênes, mais des mélanges très récents. Et ces dynamiques sont plus ou moins spectaculaires, parce qu'il y a des bagarres, des plantes qui n'aiment pas les autres, enfin si, mais elles veulent prendre leur place. Enfin, donc lui, c'est le phytolacca. Ça, c'est un endroit où on trouve au Chili, c'est dans le monde entier que ça se passe, c'est pas que chez nous. Une plante d'Afrique du Sud, c'est qui a donc voyagé probablement avec nous, les Embryonthemum crystallinum, qui fait des très beaux paysages. Et moi, quand je suis allé voir ça, on m'a dit ouais, c'est dangereux, il faut l'éradiquer. Et je suis revenu 2 ans plus tard et il y avait un lotissement. Donc, bon. Ça, c'est un rosier au Chili, il n'y avait jamais eu de rose, elle est arrivée, c'est nous qui les avons certainement importés. Un rosier sauvage, mais qui accélère la venue de climax forestier, parce qu'au sein c'est la friche armée, hein, au sein d'une friche armée, au sein des ronciers et des rosiers, des épineux, disons, les jeunes arbres viennent et sont protégés de la prédation. Donc tous ces mécanismes-là, moi je les ai acceptés depuis longtemps, ce qui fait que quand il y a une exogène qui arrive, j'essaie de voir comment elle se comporte. C'est un peu comme l'histoire avec la Grande-Besse. Elle vient du Caucase. Hein. Puis on regarde, on voit bien. Alors au niveau du jardinage, c'est facile à faire. Au niveau d'un grand paysage, là ça c'est très difficile. Ça touche aussi bien les espaces ruraux, les jardins, etc., que les espaces urbains. Tous les espaces, les petites poches sont des terres d'accueil. Et très souvent, là-dedans, on trouve beaucoup d'exotiques. Là, je suis en train de faire une étude sur l'île d'Aix, et il y a la crépidule. La crépidule, c'est un coquillage, comme un escargot, qui change de sexe, se met sur l'autre et le précédent, et ainsi de suite. À chaque fois, ça fait une petite stalagmite. Et ces crépidules sont partiellement la cause de la stagnation des vases autour du Mont-Saint-Michel, mais finalement la convection est revenue par le fait qu'on a enlevé la digue, hein, c'est ce que moi j'avais fait une étude là-dessus, c'est que j'avais fait comme proposition.
Oui, c'est joli. Hein. Voilà. Donc, il y a des animaux qui se déplacent, et puis il y en a qui n'arrivent pas à aller forcément très très loin, qui sont dans leur territoire. Et à l'île Maurice, en ce moment, vous avez cette très jolie chauve-souris. On a envie de la caresser un peu, elle est gentille, tout. Alors, elle est frugivore. Pas du tout hein, comme celles qui sont chez nous, qui sont majoritairement insectivores. Et depuis 5 ans, il n'y a plus de cyclone. La population des chauves-souris n'est plus régulée, elle se multiplie énormément. Et elle mange tous les fruits, les litchis, les mangues, les Mauriciens sont furieux, ils tirent dessus. Mais ils n'ont pas le droit parce qu'elle est endémique. Vous voyez la complexité du sujet. Une plante exogène n'a pas le droit d'être là parce qu'elle est exogène, et une autre qui est endémique, elle a le droit d'y être, mais elle est envahissante. Qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien, on arrête avec ces mots. On dit ça suffit, c'est la vie, c'est tout. Et la chauve-souris, elle va trouver le moyen de s'auto-réguler. Parce qu'elle n'est pas capable d'aller à l'île de la Réunion, c'est trop loin, pour conquérir son territoire. Elle va trouver le moyen. Tous les animaux et les plantes ont su le faire, avec nous, hein, je ne sais pas trop faire. Voilà, et voilà, ça c'est les mangues. Alors, gestion assistée, peut-on faire dans l'économie de la non-dépense, avoir une assistance de tous les animaux? Oui, bien sûr, les insectes, etc. Mais aussi de ceux qui sont depuis toujours avec nous, hein, les moutons, les vaches, etc. Là, pour nous, c'est les moutons. Alors, ça a pris une ampleur que j'avais pas imaginé du tout. Et il y a maintenant des milliers de moutons au service de la gestion des espaces verts dans la couronne parisienne et dans d'autres villes. Et on n'avait pas ça du tout, hein, mais du tout. On avait oublié complètement. Bon là, c'est pas les moutons qui ont fait ça, vous imaginez bien, c'est le jardinier. Mais dans le jardin en mouvement de l'école normale de Lyon, et il y a 2 fauches, 2 surfaces de fauches, et on les donne à manger tous les ans. Hein, c'est là, on fait des foins à Lyon, dans le cœur de la ville. Hein, à ces animaux qui sont les moutons de Soé, ils sont assez bizarres, ils sont tout noirs, et qui n'ont pas besoin de beaucoup d'assistance. Eux, ils ont une certaine autonomie du fait qu'ils ont vécu très longtemps de façon isolée dans une île. Voilà, ce jardin assez diversifié qui est dans le cœur de la ville de Lyon pour 1000 étudiants à peu près. C'est un campus universitaire. Alors, encore une question. Comment pouvons-nous avoir accès au génie naturel, à ce que la nature a inventé pendant des milliers d'années, et que nous pourrions nous servir directement, très très riche avec le monde végétal? Je montre juste l'exemple du jardin d'ortie, parce que juste après la loi d'orientation agricole 2006, on interdit le purin d'ortie, vous vous rappelez peut-être? On interdit les PNPP, produits naturels peu préoccupants, hein. Préoccupe sûrement quelqu'un. Donc j'ai fait ce jardin, là, ça c'était avant, dans cette partie où il n'y avait que des orties, parce que le sol était eutrophisé. Donc très très riche en nitrates, donc il y avait plein sans doute d'eau grise et tout ça, peu importe, et les orties étaient là. Alors le système est juste une taille, comme une espèce de sculpture, dans les orties, un petit peu comme ça, on ne se pique pas quand on marche, c'est un jardin public, c'est un public d'orties. Et la cérémonie, c'est celle-là. Le filtre, il n'a pas besoin d'être si grand, hein, vous savez, mais c'est pour montrer comment on fait, on explique comment on obtient, et on dit à quoi il sert, c'est-à-dire il renforce l'immunité des plantes. C'est un peu mystérieux. Il y a eu un film qui s'appelle Le secret des plantes, fait par Dominique Marchais, sur les 5 plantes un peu clés, dont une qui est l'ortie, et ils essayent de montrer quelles sont les substances actives et pourquoi. Ce n'est qu'un laboratoire anglais qui a bien voulu le livrer, parce que chez nous, on était sous la coupe de la loi, on n'avait pas le droit de dire à quoi ça sert, en gros. Quoi. Bon, c'est compliqué, les PNPP aujourd'hui, on les accepte, mais elles sont revenues elles sont restées classées dans la liste des phytopharmaceutiques, et l'Europe, un jour, peut dire stop. Moi, je trouve ça horrible, hein. Mais vous n'avez pas le droit de faire un purin avec vos orties qui poussent. Mais pourquoi? Confiscation du bien commun. C'est purement économique.
Ça, c'est une ortie que j'ai rajouté dans le jardin d'ortie plusieurs orties exotiques, dont certaines sont utilisées pour la fibre ou pour la nourriture ou d'autres choses. Là, ces images-là, juste, sont... Je ne sais pas quoi en dire. Parce qu'on ne sait pas... Enfin, je n'ai pas de clé pour dire, voilà, dans l'économie de la non-dépense, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles plantes il faut mettre, etc. Il y a des données empiriques. Mais les raisons scientifiques pour lesquelles il vaut mieux mettre celle-là à côté de celle-ci, etc. Ce qu'on peut voir avec ce dessin, c'est juste la connexion. Le fait que tout le monde parle avec tout le monde, quoi. Les plantes, elles ont inventé l'Internet là, avant nous. Ça fait pas de doute, hein. Enfin, un truc de ce genre, pas tout à fait aussi puissant pour aller de l'autre côté de l'océan, mais quand même, elles communiquent énormément. Ça, c'est chez moi. C'est la piloselle, vous voyez, Hieracium pilosella, une petite composée, qui chasse les graminées. Et elle émet des toxines au bout de ses racines. On ne nous a jamais appris à jardiner avec ça. Hein. Je ne sais pas ce qu'on pourrait réellement en faire, mais si on va plus dans la connaissance de ces mécanismes-là, on peut peut-être s'en servir. On n'a pas besoin de glyphosate. Hein. Bon, ça, vous connaissez peut-être, parce que c'est l'impala qui vient manger l'acacia. Les toxines arrivent dans la feuille, il en a marre, il s'en va. Mais pendant ce temps-là, l'acacia a émis un gaz éthylène qui prévient tous les autres acacias. Si l'animal arrive, là, il est foutu. C'est très, très, très au point. Hein. Donc c'est ça la communication entre les plantes, mais nous ne savons pas nous en servir. Ça, c'est typiquement la fissure de timidité, c'est-à-dire la communication entre deux plantes qui ne veulent pas se toucher, deux arbres de la même espèce, du même âge, et qui ne s'interpénètrent pas. Donc ça s'appelle des timides. C'est les scientifiques qui disent ça. Et ça, c'est Salmonia saman, qui est une espèce timide connue. Les meilleurs, alors dans ce registre qui est celui du génie naturel où nous sommes balbutiants, il y a quelques trouvailles et vous trouverez quelques publications là-dessus, notamment un livre qui s'appelle Le poireau et la fraise. Je ne sais pas si vous connaissez ça. On vous dira comment il faut faire pour faire au mieux. Alors, au domaine du rayol, je passe très, très vite là-dessus, parce que vous le connaissez, c'est l'histoire d'un climat méditerranéen, avec des zones climatiques, des pays du monde où il y a ça, et des flores qui se réfèrent à ça. Et la question, c'est, peut-on faire avec le feu? Car toutes ces flores vivent dans des climats qui sont soumises au feu en fin de saison. Toujours, partout. Vous savez, en ce moment, ça brûle en Australie, ça brûle en Afrique du Sud. Ah oui, alors ça c'est changement climatique. On n'est pas trop en fin de saison, mais ça brûle. Bon. Donc vraiment, c'est compliqué. Vous vous rendez compte? Donc là, moi quand j'ai commencé à voyager pour faire ce jardin, j'arrive à Kirstenbosch Garden et on me dit, oui, ça fait longtemps. Hein. Le projet, en fait, c'est 88. Et l'achat part un an plus tard par le conservatoire. Et j'avais déjà été dans ce pays avant, mais bon, et on m'explique qu'ils ont des feux depuis toujours, et qu'il faut qu'il y ait des chocs thermiques pour que soit levée la dormance des graines, de pratiquement toutes les pyrophytes, toutes les plantes du feu, ou des chocs chimiques qui lèvent par la fumée, donc il faut des feux. Et donc, alors, ils ont classé les pyrophytes passives, les pyrophytes actives, vous voyez, celles qui supportent et celles qui ont besoin du feu pour se multiplier. Donc en gros, c'est une collection de paysages, hein. Je fais ça très vite. On était aux Canaries, on va en Afrique du Sud, on est en Australie, en Afrique du Sud à nouveau, avec les plantes dont la graine se lève, dormance se lève par la fumée, c'est les bestiaux. Au Mexique, ça c'est pas trop méditerranéen, mais enfin bon. Un peu plus humide, on est en Nouvelle-Zélande. Au Chili, là on est vraiment sec. Voilà, donc là, ces images montrent simplement que le point commun, c'est ça. Oui, on peut faire avec ça. Simplement, c'est très difficile d'en tenir compte. On va pas mettre le feu au jardin. Ça, c'est les phaeolélys, c'est les plantes qui ne poussent comme des bulbes, hein, que l'on voit fleurir que lorsqu'il y a eu un incendie. Mais quand même, quand on veut faire germer, vous savez, les cystes, qui ont des très belles floraisons quand même, hein. Alors, on met les graines dans une poêle. On ne fait pas cuire, hein, on met un choc thermique comme ça, voilà, c'est tout, et ça germe. Et sinon, on est bien embêté. Comme c'est des plantes à cycle très court, pour qu'elles se reproduisent,
Elles sont pionnières, elles vont mourir assez vite. Mais c'est des plantes, excusez-moi, à vie très courte, parce que c'est des pionnières. On a intérêt à les multiplier quand il faut pour en voir si on veut avoir une très jolie plante. Ça, c'est pour vous montrer l'action du feu. C'est dans un endroit où on est allé les acheter, qu'ils allaient les détruire. C'était en Australie. C'est le tronc brûlé, mais qui est fabriqué par la base des feuilles et qui protège. C'est un stipe, c'est comme un palmier. C'est que les vaisseaux sont au milieu et pas sous l'écorce comme chez nous, les arbres. C'est tout à fait différent. Et ça résiste très bien au feu. Peut-on, autre question, ne rien faire? Oui. Si on ne fait rien, on est utile à tous. Dans notre métier, métier seulement. Métier, si vous faites rien, vous faites une forêt. Voilà. C'est plus compliqué. Et tous les terrains qui ont été abandonnés sont devenus des forêts. Il y a beaucoup plus d'ailleurs de biomasse boisée aujourd'hui à cause de ce que j'expliquais au début, l'inversion du paysage, les lieux en pente. Je voulais montrer ça pour ce parc. Ça, c'est vraiment artificiellement soclé, c'est fabriqué. C'était une colline, j'ai gardé que le haut, enlevé la terre, mis le béton, enfin, peu importe, c'est parc Matisse à Lille. La nature fait son truc au-dessus, un petit peu comme sur le toit de la base sous-marine. C'est devenu une forêt. C'est normal, c'était prévu. Mais comme la ville a pris peur, parce que ça faisait une friche au début, ils ont planté des arbres pour cacher, parce que ils n'ont pas tout compris. Ça va s'arranger, on va y aller avec une tronçonneuse. Enseignement, c'est enseigné. Au lycée Gilles Eiffel, on reconnaît les espèces avec des profs. Les étudiants ont ce bagage, ils font ce qu'ils ont envie de faire, sur 6 hectares. Et ils font toujours des trucs complètement nouveaux chaque année, chaque promotion se relaie. Ils sont même allés sculpter des ronces. Ils ont fait un labyrinthe, j'aurais pas imaginé ça, avec des jeunes chênes, un petit bois un peu monotone, c'est devenu amusant. Ils rigolent bien. Et c'est devenu un tel jeu, ça c'est l'année dernière, une carte de vœux qu'ils ont fait. Un tel jeu que on comprend leur attachement. Ils reviennent voir ce que les autres font l'année d'après. Ouais. Avec une partie qui s'appelle le chaos, on leur dit vous faites avec, même avec un épineux comme ça que tout le monde déteste, parce qu'un ajon ça pique. Finalement, ils ont fait une taille en nuage. Bon. Ils ont cette liberté, il n'y a pas d'argent. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'ils ne peuvent pas aller acheter quelque chose. Ils utilisent les matériaux, les outils du lycée, et c'est juste leur temps, quoi. Ils jouent. En fait, ils jouent à concevoir. Enfin, je termine avec deux projets. Un qui va se faire et un qui est réalisé. Celui-là, ça pourrait rejoindre ce que je montrais tout au début avec les types biologiques. Là, ça concerne un animal qui est la taupe. Vous connaissez? Talpa europea. Alors, pour le coup, c'est un des seuls mammifères qui porte un nom pareil. Elle est européenne. Quand elle remue sa terre, moi je donne un coup de pied dedans pour étaler, là viennent germer, ça renvoie à l'histoire de l'arbre qui tombe, des plantes qui font toute partie des messicoles et des thérophytes, des plantes à cycle court. Parce qu'elles ont besoin, ces graines, de sol remué. Sinon, elles ne seraient jamais venues dans les moissons. Les messicoles, ça veut dire les plantes des moissons. Et on ne les voit plus, les moissons. Parce que les terres sont mortes. Vous ne voyez plus les nielles, les nigelles, les coquelicots, un peu plus, mais sur les bas-côtés, pas dans les champs. Dans les champs, vous ne voyez plus rien. Donc, ces sols remués servent d'accueil à une diversité qui est réellement en disparition de partout, à la condition que ce soit remué dans une terre qui a quand même encore qui n'est pas stérile, qui a encore de la fertilité. Bon, c'est le cas chez moi, je ne fais rien depuis alors. Donc viennent là-dessus des digitales, chez moi j'ai un terrain acide, des euphorbes, des purges et beaucoup de molènes. Là-dessus, on me dit, à Lausanne, Jardin, 2019, c'est-à-dire bientôt, on voudrait que vous fassiez un jardin, parce que j'ai une exposition sur mon travail qui va aller à Lausanne.
Alors je dis, écoutez, non, moi les trucs éphémères, c'est pas mon... Alors, voilà. Ils insistent. Ils me disent, le thème c'est le sol. Ben, je leur dis, je vous fais un jardin de taupes. Bon, là, il y a eu un blanc. Ils m'ont dit, on en a déjà. Puis ils insistent. Et finalement, je retourne sur le site et j'ai fait la proposition d'un cadran solaire pour taupes. Alors, c'est pas vraiment pour taupes, c'est plutôt pour nous. Mais c'est en relation. Donc j'explique pourquoi. Quand j'avais des clients privés, ça n'a pas duré très longtemps parce que c'était très spécial et un peu fatigant, mais bon, j'arrive un jour chez un, au rez-de-chaussée, fenêtre ouverte, il avait son fusil. Et il me dit, ouais, parce que de toute façon, elle arrive à 7h le matin, à midi, 5h le soir. C'était la taupe dont il parlait. Et effectivement, il était presque midi, on voit, nous, là-bas, la taupinière qui monte. Et il tire dans la pièce, mais les tympans sont crevés. Et non, on ne peut pas jardiner comme ça, c'est compliqué. Ça a été évidemment le début de l'abandon de tout ce qu'on m'avait appris, mais je n'ai pu mettre en œuvre les choses correctement sur l'observation que quand j'ai eu mon terrain, moi, parce qu'on ne m'aurait pas laissé faire toutes ces expériences. Donc je raconte ça à Lausanne, il me dit c'est bon. Et là, on est en train de mettre en place ce projet sur ce talus. Alors le cadran va être par là. Il va être entouré de graminées qui ne sont pas exactement celles-ci, mais qui sont encore un peu plus lumineuses. Le sud est là, donc c'est plutôt pas mal. Et il va y avoir, disons, avec ça, c'est-à-dire entre ces plantes, celles qui justement germent quand la terre est remuée. Je crois qu'il n'y a pas de taupe là, mais enfin, puis je ne vais pas aller en apporter, c'est compliqué, j'ai pas le temps. Puis je ne sais pas s'ils vont aimer, parce que c'est un terrain un peu sec. Et il n'y a peut-être pas les vers de terre qu'il faudrait. Bon, je me suis trompé complètement sur le gouvernement. Il faudrait mettre dans l'autre sens, mais il y a un spécialiste, une femme d'ailleurs, qui est venue. On a choisi les pierres. Et le projet, ça va être quelque chose comme ça. Ils ont accepté, ça va être mis en place. C'est en train. C'est un cadre, on est en Suisse, il faut le dire. Alors je termine par quelque chose qui est pas forcément complètement en rapport avec l'économie de la non-dépense, et en même temps oui, puisqu'il s'agit de la capture de l'eau. 2009, je monte en haut du mont Gerbier-de-Jean, au pied duquel naît la Loire. Et il y avait eu 2 mois et demi de sécheresse sévère. Et tout le monde se plaignait, tout était grillé, même les chênes verts étaient devenus marrons. Il y avait des pins qui s'en sortaient, les conifères, les genévriers, des choses comme ça. Je monte, et puis, arrivé presque en haut, pas tout à fait, je vois une goutte comme ça. Puis je regarde quand même, quelqu'un a vidé son thermos, ou je sais pas quoi. Non, j'attends. Et ça continue, quoi. Mais comment ça fonctionne, un truc pareil ? Et j'interprète le mont Gerbier-de-Jean, dans sa totalité, comme une tour à eau, c'est-à-dire comme un élément capable de capturer l'eau dans le sens où elle vient se condenser sur la phonolite, c'est cette roche qui est très lisse, qui fait un peu de bruit, de musique quand on tape dessus, ça s'appelle comme ça, c'est une lave, enfin c'est un basalte de cheminée volcanique, car tout le volcan a disparu, il ne reste plus que la cheminée. Mont Gerbier, c'est ça. Je descends et je dis au parc naturel, aux gens que je connais là-bas, écoutez, voilà, il faut refaire la carte de France, parce que si la Loire ne naît pas au pied, elle est là-haut, alors elle coule de tous les côtés, donc elle va vers la Méditerranée et vers l'Atlantique. Bon, c'était pour m'amuser que je disais ça. Mais eux, ils ont pris ça au sérieux, et ils ont dû un peu étudier la question. Et quelques années plus tard, ils m'ont dit, on vous commande une tour à eau. Voilà, j'étais un peu embêté, parce que moi, je ne sais pas faire ça. J'avais juste entendu parler dans ma vie d'étudiants, de choses qui étaient comme ça pour capturer l'eau dans des déserts. C'est dans des lieux où il pleut jamais. Mais là, c'est pas le cas, il pleut là-bas. Bon, je recherche quand même, je trouve pas. J'ai jamais vu de dessin de tour à eau. J'avais eu la connaissance, déjà pour l'exposition du jardin planétaire, je vous en ai parlé, des filets qui interceptent l'humidité et du jardinier des nuages qui accélère la chute de ces gouttes condensées. Chaque maille étant calculée sur la dimension d'une feuille d'un arbre qui s'appelle l'arbre qui pleut,
et qui est sur les façades sud des îles Canaries où il ne pleut jamais. Bon, tout ça, je connaissais, mais pas la tour à eau. Donc finalement, je fais un dessin, comme ça. Je vais voir un physicien à l'Institut de physique à Paris. Je lui montre mes croquis, c'est vraiment des croquis. Hein. Et puis il me dit, bon, ce ne sera pas rentable, hein, mais ça peut marcher. Je dis, bon, si ça peut marcher, on a commandé, je le fais. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai trouvé une équipe de murailliers, de gens qui sont capables de construire en pierre sèche, ça ne peut être qu'en pierre sèche tout ça. Ellipse, elle s'appelle, cette équipe qui est en Ardèche, et un autre que je connaissais qui lui fait tout le temps la pierre sèche, qui est un ami, Bernard Vingard, se sont regroupés, ils ont trouvé les pierres, ils ont commencé avec une base, ils ont à peu près, c'est pas tout à fait exactement le dessin, mais de toute façon ils n'ont pas voulu d'un dessin technique, hein, et il n'y en avait pas besoin. Et ils ont construit. La tour finit comme ça avec ses ailettes où l'eau a peut-être plus de chances de couler plus vite parce qu'il y a plus de... Mais c'est vraiment typique de cette phonolite comme ça. Mais enfin, elle peut passer partout. Et un mois après l'inauguration, c'était au mois de juillet, il y avait de l'eau, c'était pleine, et on peut la boire, et ça continue. Bon, entre-temps, il a plu aussi, mais même s'il ne pleut pas, quoi. Ça, c'est l'équipe. Donc... cette question, elle est cruciale parce qu'il y a des endroits où elle se pose vraiment, hein, même si elle ne se pose pas là, mais c'est pour renvoyer à la gestion de l'eau, à la capture de l'eau, à l'utilisation de l'eau. Et aujourd'hui, à l'IDEX, sur lequel je travaille, je ne vous ai pas montré des images, on ne sortirait pas, mais ils sont reliés à l'île, vous voyez, elle est entre Oléron et Ré, par un tuyau, qui est de l'île de la Charente, traité ou je ne sais pas trop quoi. Tout ça pour boire un truc... Enfin, et il a déjà été, il y a eu des accidents, ils n'ont pas eu d'eau pendant plusieurs fois parce qu'ils sont, enfin ça va pas quoi. Alors qu'il suffirait de capturer cette eau. Donc un de mes projets, enfin de mes propositions pour l'aménagement dans l'île sera justement, non pas une tour à eau parce que là-bas il n'y a rien pour faire ça, mais peut-être un filet justement. On va trouver une autre solution. Je ne sais pas si ce sera réalisé cette fois-ci. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette économie de la non-dépense. Merci de votre attention. À Toulon, nous souffrons des moustiques. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire sans produits Il faut élever des... Sauvez-nous. Oui, je vais vous sauver. Non, il faut élever des libellules. Les libellules mangent les larves de moustiques, enfin les œufs de larves de moustiques. Tout ça est aquatique. La larve de libellule est carnivore. Il faut une eau qui soit une eau biologique. Il ne faut pas de l'eau traitée. Il faut de l'eau pour récupérer du toit. Vous faites un bassin, vous mettez des plantes. Là, vous aurez quelquefois des grenouilles, mais aussi des libellules. Les libellules, c'est l'animal le plus important pour ça. Il a une grande capacité. Il ne faut pas que vous mettiez des poissons. Parce que les poissons, pratiquement tous, sauf la globule, je ne sais plus lequel, mangent les œufs, y compris ouais. Mais comment vient la libellule? La libellule vient toute seule, parce que quand elle trouve un plan d'eau qui lui convient, elle sait qu'elle peut pondre et elle pond là. Donc vous pouvez toujours essayer d'aller la chercher, mais il faut qu'elle soit d'accord. Hein. Donc le mieux, c'est de mettre l'endroit qui va l'attirer. Et les insectes, les animaux, tout le monde, ils voyagent énormément pour trouver ce qui leur convient. Donc a priori, si vous faites ça, vous y aurez. Et les araignées ne mangent pas les moustiques? Les araignées? Oh ben si, il y a des araignées, bien sûr, enfin par l'étoile, oui, les araignées, mais ça, il faut les accepter aussi, les araignées. Dans la maison, moi j'ai plein d'araignées, tout va bien, mais il y a des gens qui n'aiment pas. Oui. Que pensez-vous de Jean Pain qui fait une culture sans, vous avez entendu parler, la culture sans eau, avec très peu d'eau? Oui, eh ben, je pense que c'est très très bien. C'est très bien, c'est très fort et c'est très bien. Ça ne peut se passer qu'avec un gros paillage,
avec des techniques de protection de l'évaporation du sol qui sont au point. Mais ça, je trouve ça vraiment bien. On prend l'eau du ciel, quoi, c'est tout. On n'en dépense pas autrement. Oui, oui. Oui, c'est... Oui. Tout le monde n'est pas d'accord hein, pour passer à ce mode. Ça prend du temps d'installer un jardin comme ça. Mais c'est tellement... On est tellement récompensé que je trouve que c'est bien, quoi. Ça vaut la peine. Dans des sols extrêmement filtrants, c'est un peu plus dur. C'est mon cas. C'est que même si je fais du jampin, il y a un moment où je prends l'arrosoir. Bonsoir. J'aurais voulu savoir pourquoi les cocos doubles des Seychelles, on n'en trouve que là. Des agronomes ont essayé d'en cultiver en Polynésie et ailleurs. Ça n'a jamais poussé. Alors, vous parlez du coco-fesse. Oui. Le coco-fesse, d'après ce que je sais, il y aurait 2 espèces ou 2 variétés, je ne sais plus. Mais il coule, hein, il ne flotte pas. Contrairement au Cocos nucifera, qui est le cocotier, qui lui voyage sur toute la couronne tropicale et se repose là où la tempête l'a rapporté. On ne connaît pas l'origine géographique du cocotier. Et celui du cocofesse, oui, parce qu'il n'a jamais voyagé. Alors, vous m'avez demandé pourquoi. Ah oui. Certains agronomes ont essayé de le reproduire en oui. Polynésie, Ah oui, oui. où le climat Oui, voisin, semblable. mais ça n'a jamais... Alors ça, sur une question aussi précise que ça, qui vient de la levée de dormance de la graine, ce sont les graines les plus grosses du monde. Hein. Oui. D'accord. Là, je ne saurais pas vous dire. Ça peut être une acidité, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Peut-être monsieur sait. Non. Bonjour. Florent Capello, je suis architecte. Alors, vous avez expliqué que vous étiez paysagiste, donc concepteur. J'imagine que vous faites régulièrement avec des architectes. Je me demande comment vous arrivez à trouver des terrains d'entente avec eux, et des sujets de cohérence. À partir du moment où vous dites que le mieux c'est de ne rien faire pour vous, alors que les architectes coulent du béton à tour de bras. Donc peut-être... Voilà, merci. Je ne m'attendais pas à une question comme ça. C'est rigolo. C'est un autre monde. Les architectes, ils sont dans la construction de quelque chose qui sera vu par tous, ils sont dans l'objet, ils sont dans l'esthétique. Statique, c'est réifié, ça va tenir dans le temps, a priori. Nous, pas du tout. Pas du tout. À la remise du chantier, quand on a fini la mise en place, l'architecte, il a fini son travail. Nous, il commence. On sait quand commence un jardin, on ne sait même pas quand il finit jamais. Ça se transforme absolument tout le temps. Donc, on ne peut pas comparer ces métiers-là. C'est une très mauvaise idée de se baptiser architecte paysagiste, dans aucun sens. Ça ne veut rien dire. Ça, c'est une idée qui vient des anglo-saxons, landscape architect. Nous, on dit, heureusement en France, les architectes ont protégé le titre. Ils ont dit non, on ne veut pas que les paysagistes s'appellent architectes. Ils ont eu raison, parce que ça n'a rien à voir. Et on s'appelle architecte aujourd'hui, ça s'appelle concepteur, architecte concepteur. Pourquoi pas? Mais oui, ben moi, je travaille quelquefois avec des architectes qui comprennent ce que je fais. Donc ça se passe bien. Et il y en a qui ne comprennent pas. Voilà quoi. Mais je ne sais pas comment répondre à cette question. Nous avons 2 mondes différents, complémentaires. Hein. Ah oui, si quand même. Il y a quelque chose qu'il faut dire, parce qu'il y a un paysagiste dans la salle, je crois. Il faudrait arrêter que nos contrats soient copiés sur ceux des architectes. Nous sommes payés, paraît-il, 10%, 8 ou je ne sais pas combien de pourcents au prix, au coût du pourcentage, du montant des travaux. Si c'est des plantes, alors là, il n'y a rien, les plantes, ça ne vaut rien. Dans un chantier, c'est de l'ordre de, je ne sais pas, 4% jusqu'à 14 ou 20% maximum.
Tout le reste, c'est des terrassements, c'est de l'arrosage, c'est inutile, c'est de l'éclairage inutile. Et pour gagner sa vie, il faut faire de l'artifice. Et on met du béton à ce moment-là. À ce moment-là, oui, parce que ça rapporte. Ça permet de payer les gens de l'agence. C'est pas comme ça qu'il faut qu'on ait le contrat. Vous avez compris, hein? Il faut demander une mission sur 5 ans. Parce qu'en 5 ans, les plantes se développent, les choses se transforment, et on a un suivi. Alors on est payé à la conception au départ, et ensuite au suivi. C'est un autre métier qui prend en compte les dynamiques du vivant. D'autres questions? Ah, là-bas. Oula, oui. Ah, mais c'est pas grave. Bonjour, je suis de la région centre, je suis responsable de la service jardin d'Orléans, pardon. Et j'ai quand même un phénomène, je viens sur Toulon de temps en temps, et je m'aperçois qu'il y a de l'alianthus en forêt, maintenant c'est devenu des forêts sur Toulon. Et nous, c'est Orléans, évidemment, nous avons la renouée qui nous envahit. La Belgique, j'ai mon fils qui est en Belgique, la renouée, elle a vraiment envahi la Belgique complètement. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je veux bien laisser je laisse la nature à la nature, c'est vrai, mais à des niveaux comme ça, je ne sais plus comment faire. Alors, c'est vrai. Alors, avec Brigitte Lapouche de Jean, on avait fait un petit livre qui était pour les jardins et les jardiniers, c'est-à-dire dans un espace qui est circonscrit, qui est petit, sur lequel on a à peu près une main, quoi, et on peut dire, ben oui, on va enlever la renouée, on va enlever, et on le fait mécaniquement, et on donne, oui, on donne les recettes pour ça, de façon à avoir la diversité qu'on veut avoir dans cet espace, etc. Ailleurs, ça devient une bagarre absolument folle, et c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut plutôt laisser venir s'établir l'écosystème émergent, c'est-à-dire l'équilibre qui existe entre des espèces qui sont en combat relativement les unes avec les autres, dans la mesure où on a l'espace et la diversité pour ça, parce que de toute façon, la perte de diversité qui est due à la présence des exogènes combatifs, elle est minuscule, pratiquement. Enfin, les plantes se déplacent, mais elles ne disparaissent pas. C'est exceptionnel qu'elles disparaissent véritablement. Sauf que ça uniformise le paysage, les élantes, tout ce que vous avez dit. Mais on est très habitué aux chênes. Les chênes, ils ont envahi tout, hein, depuis le temps. Bon, les élantes vont se mêler, les acacias, les robiniers qui arrivent d'Amérique, tout ça, ça fait partie du jeu. Donc moi je dirais que pour arriver à ce qu'on ait une diversité de milieux, pas d'uniformisation, le moins possible, que l'argent que l'on dépense pour lutter sur des surfaces gigantesques contre les prétendues invasives, parce que c'est un mauvais terme, elles sont juste envahissantes, ça suffit, est un argent important, qu'on le donne à ceux qui polluent pour ne plus polluer, qui sont généralement les exploitants agricoles, car cette pollution restrécit considérablement la diversité sur un lieu déterminé. Et justement, dans des lieux qui sont pollués, la jussie, qui est une plante exogène, qui envahit tous les plans d'eau, elle vient parce qu'il n'y a plus grand-chose que d'être des nitrates, et les plantes en diversité disparaissent, elles n'acceptent plus ces milieux qui sont en surnourriture. C'est pareil pour plein d'espèces, qu'on rétablisse un équilibre à partir de ça. Et les agriculteurs, les exploitants agricoles sont en souffrance. On pourrait les aider pour passer vraiment en bio plutôt que de continuer à faire leurs bêtises. Bonsoir. Vous avez parlé d'une notion importante en ce qui concerne l'absence d'enseignement de la botanique. Il me semblait, j'ai des vieux souvenirs, que les jeunes futurs ingénieurs agro avaient quand même une formation à la détermination floristique. Est-ce que c'est toujours le cas ou pas? Et qu'est-ce que ça a pu donner au fil des générations d'ingénieurs agro qui se sont succédés? Merci. Ça existe encore de façon complètement timide par rapport à ce que moi j'ai connu quand j'étais fait ces études-là, qui sont des études d'ingénieur horticole, mais on avait des très 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 gros professeurs, hein. C'était remarquable. Je dois mon alphabet, c'est ça que j'appelle la base, à ces gens-là. Et moi j'ai la chance, bon, ça c'est
plus du tout comme ça. C'est minuscule. Ils font plus d'herbiers, ils font à peine un peu de reconnaissance. C'est ridicule parce que ça n'est plus ça qu'on leur demande. On leur demande d'être compétitifs dans un domaine d'exploitation du sol avec des méthodes précises. C'est pas intéressant, c'est pas un problème de connaître la diversité puisqu'il faut l'éliminer. Vous comprenez? Donc c'est grave, hein, c'est très très grave, mais c'est comme ça pour l'instant. Il y a quand même des écoles qui s'en sont rendues compte, comme je montrais tout à l'heure ce lycée agricole, hein, qui sont très supervisés par le champ de l'agriculture et tout le monde. Mais malgré tout, ils ont pu s'en sortir et faire un enseignement de qualité. Et il y a aussi des écoles d'ingénieurs qui le font à Angers, heureusement. Mais ça reste très modeste, mineur. Que faut-il penser du changement climatique? Oui, c'est ce que vous dites. Il faut refaire une conférence. Alors, il faut penser que le changement climatique arrive, nous le percevons, nous, physiquement, par toutes les analyses, les constats, des années après que les causes du changement aient été mises en place. C'est-à-dire que ce que nous vivons aujourd'hui trouve son origine il y a 30, 50, peut-être un siècle. L'Anthropocène, pour moi, c'est la première sédentarisation des humains, c'est pas le 19e. Hein. Mais avec l'illusion de la maîtrise que j'évoquais dans le début de cette conférence, oui, on arrive à cette époque fin 19e du 20e à ce que j'appelle le stupidocène. C'est-à-dire un moment où on croit qu'on maîtrise tout. Et là, on accélère les mécanismes de destruction sans s'en rendre compte. Bon, quelquefois, on s'en rendait un peu compte quand même. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut du temps pour que quelque chose bouge. On sait que pour dépolluer un sol une trentaine d'années, ça peut être une nécessité. Pour changer un climat, il faut peut-être un siècle, peut-être deux. Je ne saurais pas dire, mais ça peut revenir. On peut tout à fait revenir. Avec le rythme des précessions solaires, il est dit qu'on va vers une glaciation. Par réchauffement. Sauf que, pour l'instant, elle n'arrive pas tout de suite. Là, vous voyez. Elle est activée, le climat est activé autrement, et effectivement, beaucoup par notre action à nous. Non, je ne crois pas que Trump ait prévu une glaciation parce qu'il ne sait même pas ce que ça veut dire. Bonsoir, monsieur. Une question. J'ai vécu assez longtemps à Madagascar comme coopérant et je voulais vous poser deux petites questions qui sont liées à l'écologie, pas forcément au jardin. Première question, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe pour les forêts primaires de Madagascar, de différents trafics, bois de rose et tout ça? Et deuxième question, des tentatives de rachat de terres arables pour les paysans malgaches de certaines régions de l'île, la région ouest en particulier. Par des pays asiatiques. Oui, par les Chinois. Oui, bien sûr. La déforestation, elle est malheureusement un peu partout. À Madagascar, elle a été commencée il y a déjà assez longtemps, dans l'époque de la colonisation, mais même peut-être encore un peu avant, je ne me rends pas compte. Mais moi, chaque fois que j'y suis allé, j'ai été surpris par cette activité. Et dans la zone nord-est, la baie d'Antongil, c'est ça? Nord-est Antongil, c'est ça. Ouais. Où il y a encore une forêt primaire au nord d'Antongil, on voyait bien que ça grignotait un peu, quoi. Et c'était extrêmement inquiétant parce que c'est le seul endroit où le radolescine a pu aller, faire une étude sur la base forestière, c'était il y a longtemps, une quinzaine, une vingtaine d'années, je ne sais plus. Et après, pour le reste, les seules choses qui m'ont dit il y a peut-être il y aurait une manière de s'en sortir par la culture. La culture, l'espace culturel de certaines ethnies malgaches qui réservent aux non-faire des espaces qu'ils appellent des espaces FAD, FAD-Y, qui sont des lieux où on ne fait rien. Parce que c'est les esprits qui sont là. Ce sont des animistes, ceux-là. Et là, on a des bouquets forestiers. Sinon, c'est saccagé, quoi. C'est terrible. Donc, c'est compliqué. Ça va avec un modèle économique qui ne dépend même pas d'eux. C'est
c'est des artisans de l'agriculture. Et pour ce qui est de la deuxième question, c'est-à-dire le rachat, il est planétaire. Les Chinois viennent de racheter de 3000 hectares près de Châteauroux, on est en France. Ils achètent en toute l'Afrique, ou pas tout près, j'exagère un peu, mais pas beaucoup, parce qu'ils sont, eux, en problème avec leur propre sol, ils n'en ont plus. Et nous, d'une façon maladroite, nous ne faisons pas attention à nos terres arables et nous mangeons garde-manger. Nous construisons sur des terres riches. Il y a cette manifestation à laquelle je suis allé il y a quelques jours contre le projet d'Europa City, près de Gonesse à Paris, où on a 280 hectares prévus pour faire des pistes de ski, des center parks, des machins idiots, mais stupides, sur les terres les plus riches. Et on a besoin de cette production vivrière. On va faire comment quand on ne l'aura plus? Elle sera de toute façon pour les Chinois, pourquoi pas? Enfin, et nous? Il y a un truc qui ne va pas. On n'a pas pris la mesure de ça. Bien, écoutez, je crois qu'on va vous remercier pour ce moment infiniment, à la fois infiniment poétique et politique, j'ai envie de dire. Parce que, à vous entendre, on a bien compris qu'il fallait s'interroger avant d'intervenir, à regarder vos photographies, qu'au fond, le monde, c'est un surgissement de perspectives différentes. Et puis aussi que c'est un apprentissage du réel, de la complexité, de l'action. On ne doit rien faire sans dialogue. Et puis peut-être pour finir quand même, un apprentissage du temps. Voilà. Donc je voulais vous remercier pour ce moment de grâce, j'ai envie de dire. Merci.